Avec la loi Claeys-Leonetti du 3 février 2016, la sédation profonde et continue pour les malades en phase terminale peut être envisagée. Dans ce texte, il n'est question ni d'euthanasie, ni de suicide assisté. Et depuis, le débat sur le choix de la fin de vie est loin d'être clos. Pour en parler, on accueille Anne Baird. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Vous êtes atteinte de la maladie de Charcot. Vous publiez le tout dernier été aux éditions Fayard. Je précise que ce livre sortira le 9 octobre, un jour où, a priori, vous ne serez plus là, puisque vous avez décidé de choisir votre fin de vie. Pour qu'on comprenne bien, parce que quand nos téléspectateurs vous voient comme ça, vous n'avez pas l'air gravement malade. Vous l'êtes bien sûr, mais vous n'avez pas l'air. On va préciser cette maladie de Charcot, c'est une maladie neurologique, dégénérative, qui paralyse progressivement tous les muscles. Je vais vous demander quand vous allez, on va juste revoir quelques images. On vous avait tourné en avril dernier, normalement. Et la maladie évolue effectivement très vite. Aujourd'hui, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire? Je ne vais pas bien, forcément. En fait, je ne peux plus rien faire. J'ai besoin d'assistance de la première heure jusqu'à la dernière heure de ma journée. Et je ne peux plus manger toute seule, je ne peux plus me laver, je ne peux plus... En fait, je ne peux plus rien faire du tout. Parce que votre haut du corps ne fonctionne plus du tout. Le haut du corps ne fonctionne plus. Ma tête, si je n'ai pas une m'énerve, tombe sur ma poitrine. Et j'ai mes jambes qui commencent... maintenant, mon périmètre de marche, c'est terriblement rétréci. Et je commence à avoir les pieds, le releveur qui ne marche plus. Vous êtes devenue complètement dépendante. Je suis devenue totalement dépendante. Oui. En combien de temps, entre le diagnostic et les premiers symptômes, cette fatigue que vous aviez notamment, et aujourd'hui? J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans, donc 2 ans pile. J'avais mes premiers symptômes évidemment avant. Mais la maladie, elle avance pas de façon spectaculaire. C'est insidieux tous les jours vous perdez quelque chose vous perdez de l'autonomie, vous paralysez. Aujourd'hui, je peux même plus lever les bras, donc il faut me les prendre. Enfin, en fait, évidemment, ça joue contre moi parce que je suis apparemment en forme. J'ai encore la parole. Je m'en sers, oui, bien évidemment. Mais là, moi, je mesure, et les personnes qui vivent avec moi mesurent à quel point. En fait, il faut le vivre avec moi. Il faut lire votre livre pour bien comprendre. Et il faut aussi lire. Maintenant, je ne vais pas m'excuser de paraître en bonne forme. Non, mais je voulais parce que je dis bien par rapport, il y a des gens qui me disent mais vous avez l'air en forme, vous êtes encore vaillante. Mais non, qu'ils viennent vivre avec moi quelques heures. Quand on a fait le diagnostic de la maladie, vous saviez ce que c'était que cette maladie de Charcot, vous êtes évidemment renseigné. Est-ce que vous aviez déjà projeté le fait que c'est d'abord une maladie très différente des autres et que peut-être vous choisiriez à un moment où la vie ne serait plus acceptable? Oui, je savais évidemment que la maladie de Charcot était d'abord une maladie mortelle, inguérissable, à très brève échéance. Et je savais, quand j'ai appris que j'étais atteinte de cette maladie, c'était encore qu'un concept, mais qu'une idée. Mais je savais que de toute façon, je ne rentrerais pas dans moi, ce que j'appelle le tunnel des atrocités, le tunnel de la mort, alors qu'il n'y a pas de lumière au bout. Et non, je ne vivrais pas ça. Non, je ne vivrais pas cette souffrance. Je connais des malades qui sont atteints de cette maladie. C'est terrible, c'est affreux. Il n'y a qu'à écouter et regarder ce qui se passe. Donc je savais que je n'irais pas jusqu'au bout. Je ne savais pas encore comment, mais je savais, oui. Et à partir, alors, on parlait de l'annonce justement, et vous décrivez très bien le moment où le médecin ne prononce pas le nom, ne prononce pas le nom de maladie de Charcot. C'est vous qui prononcez le mot et le médecin ne répond même pas. À quel moment vous avez commencé à vous renseigner sur ce qu'il était possible de faire en France pour une fin de vie? Alors, je suivais la loi Leonetti depuis très longtemps parce que je m'intéressais à tout et donc je savais ce qu'elle était. Je savais qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre, sinon à solliciter des amis médecins. Et j'ai tout de suite mesuré que c'était impossible que je leur fasse prendre des risques comme ça. J'ai discuté avec mes neurologues à La Rochelle et après, quand j'ai été dirigée vers le CHU de Bordeaux, je leur ai fait part de ma vision des choses, de ma vision de la maladie, de ma vision de fin de vie. Et ils l'ont noté dans le dossier. Ils savaient que, de toute façon, je n'irais pas jusqu'au bout. Mais ils m'ont dit aussi qu'ils n'avaient rien, hormis les dispositions de la loi Leonetti, à m'apporter, à m'offrir. Alors vous êtes allé en Belgique rencontrer effectivement des gens qui peuvent vous aider, puisque la loi l'autorise. Vous parlez de consacrer un chapitre à ces passeurs, comme vous dites. Oui, c'est les passeurs de vie. Et vous dites que c'est une autre façon de faire de la médecine.
Oui, il y a l'impuissance des médecins existe et on va pas. Ce n'est pas de leur faute. C'est la recherche, c'est la science qui est comme ça. Et c'est terrible pour un médecin. J'ai bien mesuré. Les neurologues sont terriblement impuissants. Ils en sont terriblement désolés. Mais ils n'offrent rien derrière. La main, c'est des choses de confort. Après, on vous aide à bien vous tenir, à avoir des tas de prothèses qui vous aident. Mais là-bas, en Belgique, les médecins qui acceptent cette loi, puisque tous les médecins ne sont pas obligés de le faire. Et quand vous trouvez les médecins qui sont en accord avec vous, ils vous tendent la main, on tisse un lien. Ça fait depuis le mois de décembre dernier que je suis suivie en Belgique. Et c'est un véritable lien qui se crée. C'est une relation humaniste. Et, vous savez, c'est pas fait à la légère. Hein. On ne va pas en Belgique comme ça pour demander à mettre fin à sa vie. C'est pour ça que moi je suis très en colère quand j'entends les fantasmes qui circulent sur cette loi en Belgique. C'est des rendez-vous, c'est des discussions. Ils ont même pris contact avec votre médecin en France. Mon médecin traitant, oui. Ils ont écrit à mon médecin traitant. Mon médecin traitant a répondu à mes médecins. Il y a vraiment une très très sérieuse prise en charge qui est faite. Ils veulent me connaître en dehors de mon dossier médical, quoi. Pour tout un chacun, la mort, c'est quelque chose de très abstrait. Et en plus, on ne sait pas, bien évidemment, le jour où ça va se passer. Pour vous, le jour est précis. Vous décrivez très bien dans le livre, vous dites « je vais devenir morte ». Je m'imagine même virtuellement sur mon lit. Comment vous vivez avec ça ? Je n'ai pas peur de la mort. Je suis terrifiée par la souffrance, mais je n'ai pas peur de la mort. Je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'y pense depuis très longtemps. Ça fait partie de mes sujets de réflexion, comme sur la vie, l'amour, la mort, voilà, tous ces sujets. J'ai jamais eu peur. C'est une chose inéluctable de toute manière. Hein. On va tous mourir, je pense que beaucoup l'oublient. Mais là, je sais que je vais mourir beaucoup trop tôt, évidemment. Mais il n'y a pas d'antidote à ça, il n'y a pas à cette maladie. Donc de toute façon, je vais mourir. Donc j'essaye entre la mort et le mourir, déjà, c'est deux choses différentes. Et je pense que pour ne pas avoir peur, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Il faut regarder les choses en face. Et comme personne ne peut parler de la mort parce que personne ne la connaît, personne n'y est passé, personne n'en est revenu, il faut bien la regarder en face et s'imaginer ce que ça peut être. Et c'est très personnel. C'est pour ça que je parle de fiction de la mort, parce que chacun fait sa fiction. C'est personnel, mais vous souhaitez évidemment que votre histoire serve à d'autres, donc faire avancer la loi. Vous avez écrit une lettre au candidat à l'élection présidentielle, vous êtes entretenu avec Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Vous voulez que la loi, en France, autorise quoi? Le suicide assisté? Je voudrais déjà que la loi donne le choix à chacun. C'est une loi qui doit concerner 100% des Français. C'est une loi qui doit donner le droit à choisir. Celui qui veut aller mourir de mort naturelle, celui qui veut aller en soins palliatifs, demander la sédation profonde, et donner le choix aussi à ceux qui veulent se faire aider médicalement à mourir quand il n'y a plus aucun espoir. Voilà ce que je demande. Alors, par le droit à l'euthanasie ou le suicide assisté, en Belgique, les deux sont autorisés. Ils font partie de la même loi. Et moi, j'espère, parce que je sais que la loi se fera, qu'elle sera faite à l'image de la loi belge, franchement, qui est très bien balisée, très bien faite. Et voilà, oui, que chacun ait le droit à même choisir soi-même de prendre... Moi, je ne pourrais plus aujourd'hui, vous voyez, mais j'ai besoin d'une aide vraiment... d'une aide médicale. Et la façon... C'est bien le terme de suicide assisté. Pardon ? C'est bien le terme, effectivement, de suicide assisté, quand on ne peut plus le faire soi-même. Alors, le suicide assisté, non. Le suicide, enfin, je suis désolée de vous contredire, mais le suicide assisté, on vous donne la potion, on vous donne soit l'injection à vous faire si vous êtes capable encore de vous la faire, soit on vous donne le produit létal que vous pouvez boire vous-même. C'est-à-dire que personne ne doit vous tendre le verre, personne ne doit vous le mettre à la bouche. Et le droit à l'euthanasie, c'est l'aide active à mourir. À ce moment-là, c'est le médecin qui va vous endormir et vous injecter lui-même le produit létal. Ce livre, en tout cas, donc, qui sortira le 9 octobre, Anne Berle, le tout dernier été, donc, qui raconte la façon dont vous avez vécu ce dernier été, avec des choses belles, des choses tristes, le détachement, la façon dont vous vivez avec votre famille, qui apparemment est extrêmement aimante et accompagnante. Oui, je suis tout à fait baignée d'amour. Ça se lit, et c'est absolument, c'est une leçon, et c'est magnifiquement écrit. Il faut vraiment le lire et le faire lire. C'est un livre que j'adresse aux lecteurs, et que chacun puisse... Et aux politiques, pour qu'ils puissent réfléchir à tout ça. Merci infiniment, Anne Berle. Le tout dernier été, c'est chez Fayard. Merci.